Bienvenue à Biarène. Biarène, ce sont des bulles d'information, d'amorces de réflexion, d'astuces et d'idées à la noix. Ouais. C'est pour tenter de décoloniser nos réflexions et actions. J'ai animé les 6 et 7 juin 2025, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, une série de conférences intitulée « La pollution plastique, symptôme de l'incompétence des populations à la gestion adéquate de leurs déchets ». Plusieurs personnes m'ont interpellé parce qu'elles auraient voulu réécouter la conférence, et d'autres, n'étant pas là, ont voulu l'écouter, et c'est ce qui m'a donc amené à réaliser une série de vidéos sur chacune des parties de ces conférences, et j'invite les personnes qui souhaitent poser des questions, à poser ces questions en commentaire, et j'essaierai autant que je pourrai, du mieux que je peux, je vais donc répondre aux questions en commentaire. Pour cette deuxième partie, je vais tenter de répondre à la question, à savoir pourquoi je m'intéresse à la gestion des déchets. C'est une question que je me suis souvent posée. On se pose la question souvent a posteriori, on se pose la question parce que c'est une problématique où on se sent différent des autres. Et cette question, heureusement, dans la recherche, j'ai pu avoir des réponses. Je me suis d'abord rendu compte et j'ai adhéré au fait que la connaissance n'était pas neutre et que toute connaissance est le produit d'une situation historique, qu'elle le sache ou non. Et quand elle le sait, elle nourrit la connaissance et non l'idéologie. Je suis donc consciente de la structuration sociale qui m'amène à avoir un point de vue, et c'est ce point de vue qui est porteur de réponses différentes, justement, à partir de mon vécu personnel. Je pense donc que mon expérience personnelle influe sur mon intérêt par rapport à la gestion des déchets et sur les résultats de cette recherche-là. Je suis née là, c'était ma maison de naissance jusqu'à mes 11 ans. Et cette rigole était la rigole où on jetait les déchets de la maison. Et je n'ai pas connu d'autres poubelles jusqu'à 11 ans. Et on était souvent inondés. Et puis, heureusement, mes parents ont pu aller s'installer ailleurs. Et c'est dans cet ailleurs-là que j'ai donc découvert et que j'ai donc utilisé la poubelle. Et en tant qu'aîné de la famille, l'une de mes missions était de trouver des espaces pour abandonner les déchets. Je dois dire que l'abandon des déchets dans l'espace public au Cameroun et à Douala, où je suis née, dans le quartier où j'étais, n'était pas évident parce que presque partout était occupé, alors il fallait le faire la nuit. Il fallait porter les déchets. La poubelle, c'était un vieux seau de peinture avec de peinture à huile, avec de la peinture à huile qui avait séché au fond et qui pesait beaucoup. Et que les déchets étaient des déchets biodégradables, souvent ils suintaient, ils étaient envahis de fourmis qu'il fallait mettre sur la tête ou traîner. Et vous imaginez, à 11 ans, j'avais souvent, cette poubelle me blessait souvent. Et souvent, ça veut dire qu'il fallait prendre soin. Et les soins des blessures avant, c'était de l'alcool qui me faisait mal. Et au-delà de l'alcool, c'était souvent des injections antitétaniques, puisque le seau étant en fer, il fallait prendre des précautions à cet effet-là. Il fallait m'injecter ça que je n'aimais pas du tout. Et puis, le Graal, ce qui était très bien, c'était quand il pleuvait. Alors là, je pouvais courir et vider, et je pouvais me réveiller en pleine nuit, vider la poubelle dans la rigole, dans l'eau de pluie,
pour que les déchets s'en aillent. Donc, j'ai vécu ça de 11 ans à 15 ans quand j'ai déménagé pour aller chez une tante qui était dans la même ville, mais qui était dans un quartier résidentiel. Et dans ce quartier-là, les déchets, on les posait juste devant la porte et puis ils étaient emportés. C'était une collecte porte à porte dans cette même ville-là. Donc 3 expériences différentes dans la même ville de Douala. Et puis, pour moi, c'était un fonctionnement normal. C'est ce que j'ai au Nigeria, où j'ai passé 6 semaines. Et là où j'étais, à Onitsha, à ce moment-là, j'ai vu que les déchets dans le marché étaient assez bien organisés, étaient bien gérés, en tout cas, étaient mieux gérés pour que ça me frappe, ça m'a interpellé. Et ensuite, j'ai pu aller en Suisse pendant 3 séjours. Et bien sûr, ce qui m'a le plus marqué, c'est que je me suis rendu compte, grâce à des émissions, des documentaires télévisés, que le comportement que je voyais des Suisses, le comportement de gestion adéquate des déchets que je voyais en Suisse, n'était pas une nature. C'était un comportement acquis. C'était un comportement appris. Donc, ce qui m'a marqué n'était pas la propriété qui était en Suisse, puisque pour moi, africaine que je suis, les pays européens sont une sorte, on le voit à la télé en Afrique, c'est propre. Donc, c'est même pas ça qui m'a surpris. Ce qui m'a surpris, c'est le fait d'apprendre que ce comportement-là était un acquis social, était un apprentissage de l'ensemble de la société. C'est pour ça que, ayant pris conscience, je me suis dit, il faut que j'en parle avec les autorités. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut qu'on apprenne aussi ces comportements-là. J'ai fait une lettre au Premier ministre du Cameroun en 1999. J'ai eu une réponse où il m'a indiqué que cette lettre avait été envoyée au ministère de la Ville, nouvellement créé. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré le ministre de la Ville et Dieu sait le nombre de fois que j'ai essayé de le faire. Quand je suis retournée au Cameroun en 2001, j'ai mené des enquêtes, j'ai rencontré diverses autorités de la ville qui notamment ont accepté de financer. Je ne leur demandais pas le financement, mais quand j'en ai parlé, il y a notamment le colonel Etondo Ekoto, puisque je parle de lui, qui m'a donné l'argent en disant « Va faire ton idée de tri de papier dans un établissement scolaire, vas-y ». Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sans aucune expérience à me rendre dans mon ancienne école, à essayer d'amener les gens là-bas à trier le papier. Ce papier qui est utilisé depuis très longtemps par la population et qui a de la valeur puisque les entreprises locales, j'avais identifié 2 entreprises locales qui fabriquaient des alvéoles d'œufs et qui importaient le papier usagé. Et je me suis dit, avec le papier local, au lieu qu'on le brûle dans les stations scolaires, on pouvait le mettre de côté et du coup, on pouvait donc le vendre à cette entreprise-là pour qu'elle fasse des alvéoles d'œufs. Tout le monde était d'accord, tout le monde était partant, mais rien ne se faisait. En tout cas, le papier n'a pas été trié dans l'école. C'était un fiasco. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai mené diverses activités d'éducation à l'environnement dans l'indifférence générale parce que ce que j'attendais des gens, le comportement adéquat, n'était pas très compris puisque on me disait toujours il y aura les services qui vont passer. Et si ça ne se fait pas, c'est parce qu'il n'y a pas les services. Donc, ça n'a pas été évident et aujourd'hui encore, ça ne l'est pas évident que les gens comprennent la différence. J'ai mené plusieurs autres activités que je vais un peu essayer de mettre en image. Création de l'association Mieux-être en 2004 pour l'accompagnement des populations à l'amélioration de leur environnement par la gestion des déchets. J'ai créé beaucoup d'outils locaux. Les outils, je les voulais sur place, des outils durables. J'ai créé notamment le lave-main net, notamment très utile dans les établissements scolaires, dans les maternelles, où le geste de se laver les mains, aujourd'hui encore, n'est pas un geste appris, parce qu'il n'est pas appris, alors qu'il est si important. J'ai créé le composteur net. Il s'agissait de me faire du compostage dans ces fûts-là pour composter les déchets biodégradables.
J'ai créé le trépied net. L'idée, comme ici à Yafé 2009, était d'installer ces trépieds avec des sacs solides, avec ces sacs durables, ces sacs réutilisés d'ailleurs, qui ont d'abord servi, adaptés. Quand on les utilisait, après on les lavait et on recommençait le système, de façon à ne pas avoir des sacs poubelles que l'on rejette dans la nature finalement. J'ai mené beaucoup de concertations, beaucoup d'opérations de nettoyage. J'ai un recueil de gestes pour l'environnement, 130 gestes pour l'environnement au quotidien. J'ai créé un concours qui s'appelle le concours École Net Ozone, qui a vécu pendant 3 éditions et demie. Et pendant 2 jours, il consistait à, à l'inscription d'établissements scolaires au concours. Les stations scolaires devaient s'inscrire. Pendant 2 jours de formation théorique, ils avaient des formations théoriques et une journée de pratique. 2 enseignants, 2 élèves et un parent d'élève par établissement scolaire inscrit prenaient part à la formation. De ce concours, il y avait un sous-concours qui s'appelait le concours de l'élève éco-citoyen, ELECSI. Ce sont les élèves qui avaient participé à la formation qui y prenaient part par une évaluation écrite, orale et l'évaluation de leur salle de classe pendant l'évaluation d'établissement scolaire. On s'était rendu compte, on a créé un autre concours concernant les maternelles parce que c'est en maternelle que les parents sont présents. Et c'est le jour de la fête de sortie de maternelle que les parents sont vraiment présents. Mais souvent, alors que l'établissement scolaire faisait des efforts de propreté, alors que les élèves avaient compris ce qu'il fallait faire, quand les parents et les autres invités arrivaient dans l'établissement scolaire et faisaient la fête, les parents parfois avaient des comportements inadéquats et l'idée c'était d'inclure les parents dans la fête des enfants et dans le comportement de gestion adéquate des déchets. Donc on a créé le Nursery Eco-Citizen Graduation Challenge, NEC Challenge, pour les maternelles. Après la formation, on faisait des évaluations inopinées. Et on y allait avec de nombreux volontaires, notamment en 2011, il y a eu 17 volontaires qui ont participé aux évaluations des établissements scolaires. Pendant les évaluations étaient inopinées, les établissements scolaires ne savaient pas qu'on arrivait. On arrivait, on prenait des photos, là c'est un évaluateur de ce qui se passait. Et après l'évaluation, on faisait un rapport d'évaluation. On leur donnait un bulletin récapitulatif des notes obtenues. On leur donnait une fiche de commentaires et un CD comprenant les images prises lors d'évaluation pour qu'ils se rendent compte à savoir à quoi correspondaient les notes. Je dois dire que les fiches d'évaluation ont été utilisées par les établissements scolaires pour évaluer leur propre établissement scolaire pendant la formation. Donc, ils savent de quoi il s'agit, ils les ont évalués, on en a discuté en formation. Et quand on vient, ils savent exactement quels sont les points sur lesquels on va les évaluer. Voici un exemple de bulletin récapitulatif de notes. On évaluait 3 salles de classe et chaque fois qu'il y avait des maternelles, les maternelles étaient prioritaires. On évaluait les toilettes, on évaluait l'espace culture, on évaluait la cour et la destination des déchets et les cantines s'il y en avait. On évaluait les alentours de l'établissement scolaire. Cet établissement scolaire, par exemple, a une moyenne de 12,96 sur une moyenne générale de la catégorie, parce qu'on avait classé l'établissement scolaire par catégorie de 12,10. La dernière année, la 4e édition qui ne s'est pas terminée, a connu la participation de 44 établissements scolaires. Là, par exemple, et à la fin donc de l'année scolaire, on organisait une cérémonie de remise de prix. Et nous avions eu la chance cette année-là d'avoir le parrainage de l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, un ancien footballeur international du Cameroun, qui a pris part à la cérémonie de prix qui a eu lieu à l'Institut français de Douala. L'idée, l'ambition, c'était celle d'une labellisation graduelle. L'idée était d'évaluer les établissements scolaires sur l'évaluation qu'on appelait l'évaluation salubrité. C'est-à-dire que
si les établissements scolaires satisfaisaient à 70% à l'évaluation salubrité, alors ils avaient le label Green Basic. On a eu 3 établissements scolaires qui ont eu ce label et ils ne sont pas allés plus loin et le projet s'est arrêté. Ensuite, ils auraient eu le label Green Full et ensuite le label Green Perfect et enfin le label Net Ozone. Seulement, le projet n'a pas fonctionné. Partout où, quand le projet s'est arrêté, et même pendant, c'était assez compliqué de maintenir un comportement adéquat. Les composteurs servaient de poubelle, les déchets qui auraient dû être compostés étaient brûlés. Je me suis dit, peut-être l'ambition avait été trop haute, peut-être faudrait-il revenir à un seul objectif. Un objectif écrit sur les blouses des membres et des volontaires. Objectif zéro transit des déchets par le sol avant la poubelle. Évitons de salir. Dans cet événement, on a installé les poubelles, on a annoncé au micro qu'il y avait des poubelles, qu'il fallait jeter les déchets dans les poubelles, mais à la fin de l'événement, les déchets sont par terre, les bénévoles sont obligés de ramasser les déchets par terre. L'objectif d'intégrer directement les déchets dans le circuit de leur prise en charge n'a pas été atteint. Tout tremble, rien ou presque ne bouge. Au moment où je fais le point, en 2012, je me dis que rien ne bouge. Mais au fil des années, je rencontre des personnes qui disent qu'elles ont été impactées par les actions qui ont été menées. Et j'ai donc rajouté le presque ne bouge. L'objectif d'amener les gens d'un point A, d'accompagner les gens du point A vers le point B est loin d'être atteint. Heureusement, j'ai eu en 2013 l'opportunité salutaire d'une reprise d'études. Je note bien salutaire parce que je ne savais plus quoi faire. Toutes les activités que j'ai menées au Cameroun n'ont pas reçu de financement. Les bénévoles étaient totalement bénévoles dans un pays ou dans un contexte où les gens ne sont pas à l'aise financièrement, ne s'en sortent pas. Ça n'a pas été évident. Et pour des résultats si peu concrets. Et la reprise d'études, donc, grâce à un bourse du gouvernement français, était d'aller en France, apprendre des pays occidentaux mon idéal de gestion de déchets pour appliquer au Cameroun. J'espérais aller vers cette neutralité, vers cet universalisme, vers une logique, vers une vérité de savoir que j'allais intégrer pour voir dans quelle mesure la restituer au Cameroun. Seulement pendant ma reprise d'études, j'ai eu un basculement en Master 1 lorsque je me suis rendu compte que le problème que je voyais au Cameroun, je voyais les traces du problème que je voyais au Cameroun dans mon itinérance et en France, je voyais ces traces-là. Je voyais les gens jetés par terre. Je ne m'étais pas vraiment rendu compte, mais au fil des expériences, je me suis aperçu que en France et dans mon itinérance, je voyais dans les établissements scolaires, autour des établissements scolaires, dans les lieux d'activité, dans les marchés, les gens, dans les résidences, les gens abandonnaient leurs déchets dans l'espace public. J'ai commencé à questionner le modèle, à me poser la question de savoir quelle était la différence entre le modèle français et celui qui était au Cameroun. De toute façon, le modèle camerounais, c'est une esquisse, c'est une volonté du modèle français. Je me suis demandé je commençais à me demander est-ce que le modèle français ne va pas, c'est pas le modèle français, parce que j'ai été dans plusieurs pays, j'ai été en Suisse, et je suis retournée en Suisse, je suis allée en Finlande, je suis allée à plein de pays. Est-ce que ce modèle-là était celui que je voulais? Est-ce que c'est celui-là qui était le plus adapté pour mon pays? J'ai
questionner dans le modèle pour comprendre et trouver une certaine sérénité. En résumé de cette partie 2, je dirais que je n'ai pas eu connaissance de la poubelle avant l'âge de 11 ans, que entre 11 ans et 15 ans, j'étais en charge de l'abandon des déchets de la famille dans l'espace public et idéalement dans l'eau de ruissellement de pluie. Et après 15 ans, j'ai eu la chance d'habiter dans un quartier résidentiel de la même ville, de Douala, où j'ai vu où c'était plus confortable, les déchets étaient pris devant la porte étaient pris devant la porte de la maison. Un séjour de 6 semaines passé au Nigeria et de 13 mois en Suisse en 3 séjours m'ont amené à me rendre compte des comportements de conduite de gestion de déchets plus adaptés. Et surtout, j'ai pu comprendre, me rendre compte que c'était des conduites apprises. Ce n'était pas une nature de leur part, c'était un apprentissage social. Et ce qui m'a motivé à retourner au Cameroun et à lancer un projet, notamment le projet de tri du papier dans les établissements scolaires en 2001, qui a été un échec total, très surprenant pour moi, alors que tout le monde était d'accord et partant. Je n'ai pas compris. J'ai créé en 2004 l'association Mieux-être. J'ai créé des outils locaux et durables de gestion des déchets et divers outils et supports de sensibilisation. Grâce à la reprise d'études et notamment à un de mes enseignants, Jean-Marie Bataille, j'ai pu analyser l'échec que je pensais total. Pour moi, il n'y avait rien à en tirer. Il y avait rien, je n'avais rien réussi et rien n'était à réussir ou n'avait été réussi au Cameroun. Les exercices qu'il nous a imposés, qu'il m'a imposés, m'ont amené à me rendre compte que l'échec des apprentissages, des erreurs pédagogiques, des erreurs que j'ai commises dans les démarches de projet que je menais au Cameroun. Et si j'avais à refaire ce projet, je ne le ferais jamais de cette façon-là. Et cette façon d'analyser les choses m'a aussi, je pense, ouvert les yeux sur le modèle que je croyais idéal, le modèle occidental idéal de gestion des déchets, qui pour moi aujourd'hui est un modèle non durable. C'est dans la fin de la deuxième partie. La troisième partie suivra. Je vous remercie pour votre écoute.